Alors aujourd'hui on est à l'Extra Life Café dans Paris et j'ai avec moi Nicolas. Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis directeur éditorial des éditions Chatto Chatto, qui est une maison d'édition de manga qui a été créée en février 2018, où on vient de fêter nos 1 an. Et voilà, donc je suis le directeur éditorial, je suis celui qui a fait à peu près tout, on va dire, je suis un couteau suisse à moi tout seul dans la gestion d'une maison d'édition. En plus de mes équipes qui nous aident pour réaliser tous nos mangas que vous pouvez découvrir en librairie. D'accord. Justement, t'as pu répondre déjà à quelques questions que je voulais poser. Merci pour l'interview, au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, dans le secteur éditorial, est-ce que c'est ta première expérience ou est-ce que tu en as déjà fait d'autres ? Alors dans le secteur éditorial, c'est ma toute première expérience, même si en 1 an j'ai eu quand même le temps de bien carburer et de bien d'apprendre pas mal de choses et obtenir pas mal de compétences, mais c'est vrai que c'est ma première expérience. On va se focaliser justement sur ton expérience personnelle au sein de Chatto Chatto et aussi ton passé. Donc c'est ta première expérience éditoriale. Du coup, de quel milieu toi tu es issu? Dans quoi tu as fait tes études? Alors, moi j'ai fait mes études dans le secteur de la communication et de la gestion de l'information. Donc si tu veux plus précisément, le nom de mon master c'était patrimoine immatériel et gestion de l'information scientifique, économique et technique. Donc en général c'est tout ce qui concerne la protection de marque, tout ce qui concerne la communication. Après au niveau de mon expérience, j'ai fait tous mes stages de fin d'études dans le domaine de la communication. J'ai travaillé notamment chez Énergie pour Guillaume Play qui était un animateur à l'époque qui était présent sur Énergie, et par la suite j'ai travaillé chez Webedia qui est on va dire une mastodonte du web qui a notamment jeuxvideo.com, Allociné et pas mal d'autres choses, notamment reliées également à YouTube. Donc principalement mes expériences, je les ai faites autour de YouTube, puisque pour Guillaume Play, j'étais chargé de sa chaîne YouTube axée sur le gaming. Donc j'étais là sur toute la partie communication et gestion en elle-même. Et ensuite, quand je suis arrivé chez Webedia, j'étais assistant copyright manager. Donc en l'occurrence, c'est moi qui gérait toute la partie copyright sur des vidéos YouTube de youtubeurs qui appartenaient à une MCN, donc un multi-channel network qui était chez Webedia. Voilà. Ok. Est-ce que justement cette expérience professionnelle t'a été utile en tant que directeur éditorial au niveau de Chatto Chatto ou pas du tout? Alors énormément, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai réussi à me lancer et avec le cofondateur des éditions Chatto Chatto, c'est que mon expérience qui a été accumulée justement notamment à Énergie et Webedia m'a donné justement la possibilité de commencer un projet de zéro et de le développer. En l'occurrence, quand j'étais chez Webedia, on n'avait pas énormément de budget, notamment dans la com, et on devait réaliser des projets avec quasiment zéro budget, uniquement avec des petites astuces et entre guillemets notre intelligence. Donc grâce à cette expérience que j'ai accumulée chez eux, lorsque j'ai lancé Chatto Chatto comme un projet, je l'ai lancé comme un projet avec zéro budget, même si bien sûr on en avait un. Mais dans mon esprit, il fallait faire en sorte que la maison d'édition puisse fonctionner et monter sans avoir besoin de dépenser énormément d'argent, et avant tout avec une forme d'amour et une forme de passion qui doit se retranscrire. Là où forcément quand tu travailles pour une autre société, t'as pas un intérêt énorme lorsqu'il s'agit de ta propre société. Là en l'occurrence tu y mets beaucoup plus du tien, encore plus quand c'est un domaine qui te plaît. Donc voilà, là les mangas c'était un rêve, j'ai réalisé un rêve et on est en train de continuer dans cette odyssée-là. Et sans mon expérience que j'ai accumulée au préalable, c'est vrai qu'il aurait été très compliqué de pouvoir vous parler aujourd'hui. D'accord. Là, en plus, tu rebondis sur une question que j'allais te poser juste après. C'était pourquoi, en fait, tu as monté Chatto Chatto au lieu de peut-être essayer de rentrer dans une maison éditoriale existante déjà? Alors, moi je veux dire la chose toute simple, c'était un rêve de gamin. En l'occurrence, il y avait le gamin de 15 ans qui lui rêvait justement d'ouvrir une maison d'édition et qui a gardé ça dans un coin de sa tête pendant de nombreuses années.
Et lorsque j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite voulu créer une société. Donc au préalable, j'ai créé une société qui faisait des applications pour smartphone. Je l'ai uniquement créée puisqu'on m'avait conseillé d'aller sur ce secteur-là. Que ce soit mes professeurs ou que ce soit des personnes avec qui je travaillais. Et on a rapidement vu au bout d'un an avec le cofondateur des éditions Château que cela ne nous plaisait pas. Et du coup, on s'est assis à un moment donné, on s'est dit, bon, soit on décide d'aller travailler à l'extérieur et de prendre une vie normale, à savoir métro boulot dodo, soit on se lance dans un projet qui cette fois-ci nous plaît réellement et qu'on a envie de mener à bout. Et en moins de 5 secondes, l'idée de créer une maison d'édition est apparue. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, on y va. De toute façon, on n'a rien à perdre, on est jeune, on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas encore une situation dans laquelle on a besoin absolument d'avoir un travail, donc on peut se lancer dans ce projet-là. Donc voilà, et là, de fil en aiguille, on a commencé à mettre tout ça en place, et aujourd'hui, un an après, on est sur le point d'annoncer notre nouveau titre ce soir. Derrière, on a pas mal de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On sera présent pour la première fois à Japan Expo avec un auteur japonais. Donc vraiment, à la base, c'était une envie, c'était un rêve, mais un rêve ne se concrétise pas si derrière, on n'y met pas un minimum de professionnalisme. Et donc c'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui je suis très content de faire cette interview, voilà, pour nous un an. D'accord. Alors tout à l'heure tu parlais du fait que tu essayes de faire le plus avec le moins de moyens possible, du fait de la petite structure que tu as ou des petits fonds que tu peux avoir. Là justement dans la création d'une maison d'édition de petite taille, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle multicasquette? Quels sont les différents postes que toi finalement tu endosses au sein de la structure? Alors, il faut faire très attention parce que même au sein des maisons d'édition indépendantes, on va dire il y a un certain degré d'indépendance. En l'occurrence, nous, on a quand même un budget relativement élevé par rapport à d'autres qui réellement essayent, entre guillemets, de s'en sortir avec leur salaire ou juste l'argent qu'ils ont mis de côté. Nous, on a la chance vraiment d'avoir accumulé un petit peu et d'avoir un fonds suffisant pour pouvoir se permettre de faire des choses, notamment au niveau de la création de nos mangas. On a une équipe d'à peu près 7 à 8 personnes qui travaillent dans l'adaptation de nos mangas, que ce soit la traduction, que ce soit le lettrage, ou notamment que ce soit toute la partie graphique. Cette partie-là, elle est gérée vraiment par des équipes qui travaillent notamment avec d'autres maisons d'édition, Pika, Kana. Voilà, vraiment là où entre guillemets on va essayer de le faire avec le moins de budget possible, c'est sur des choses comme les réseaux sociaux par exemple, étant donné que moi mes compétences justement sont dans ce domaine-là, je n'ai pas besoin de prendre un community manager, je peux me permettre d'interagir moi-même avec les lecteurs, surtout que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça fait partie entre guillemets de notre ADN d'être le plus proche possible des lecteurs et de ne pas être derrière un mur alors qu'une personne joue les intermédiaires. Donc sur tous ces aspects-là, et notamment aussi sur la partie gestion, moi mon rôle en tant que directeur éditorial, c'est tout simplement de choisir les titres et de faire en sorte qu'ils arrivent dans les étals, que ce soit des librairies ou que ce soit des grands magasins type Fnac, Cultura. Donc en l'occurrence, moi je vais faire une liste des mangas qu'on souhaiterait adapter. Cette liste elle est faite sur ma base personnelle, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on demande régulièrement à nos lecteurs de nous dire quel manga ils souhaiteraient voir débarquer en France, et sur tous ces mangas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un système d'entonnoir. Donc en l'occurrence, on prend tous les titres qu'on nous a proposés, on regarde, on fait une première sélection, et ensuite sur cette deuxième sélection, on va prendre 3-4 titres qui derrière vont être plutôt pas mal, pas uniquement sur l'aspect commercial, mais sur un aspect également artistique. Et là, à ce moment-là, moi je débute entre guillemets ma phase de directeur éditorial, à savoir les négociations avec les ayants droit. Une fois que cela est terminé, je mets en place tout le processus d'adaptation avec mes équipes, donc traduction et lettrage, et ensuite après je gère également la partie d'impression, donc avec notre imprimeur, jusqu'à la partie distribution, là où c'est notre distributeur qui va s'en charger avec ses commerciaux et avec ses postes de livraison et les différents partenaires qu'on a. Voilà. D'accord. Donc du coup, même si tu as une ressource financière assez importante, même dans ce que tu me dis, tu assures quand même des rôles qui sont différents, par exemple la supervision de la fabrication ou ce genre de choses, non ?
Bien sûr, on va dire on n'a pas les moyens d'un grand groupe pour pouvoir prendre une personne sur chaque poste. Là, en l'occurrence, c'est moi qui dois gérer à peu près le poste de 4-5 personnes. Ça demande énormément de travail, ça demande également des compétences qu'il faut apprendre, parce que en l'occurrence, la partie impression ne sera pas pareil que la partie éditoriale. Donc c'est également des choses qu'il faut apprendre avec le temps. Des fois, on peut faire des erreurs au départ, mais finalement, si on y met vraiment du sien et qu'on arrive à gérer correctement, au bout d'un moment, on comprend comment ça fonctionne, et là, à ce moment-là, ça devient plus facile. Après, effectivement, on aura 3-4 fois plus de travail que d'autres personnes ou que d'autres directeurs éditoriaux qui, eux, appartiennent à des structures qui sont de grands groupes et qui ont les moyens, entre guillemets, de prendre d'autres personnes en CDI pour les aider. D'accord. Justement, là, tu parlais de compétences. Cette vidéo, elle a aussi pour but de s'adresser aux jeunes qui voudraient justement se lancer dans ces secteurs-là. Est-ce que tu peux nous parler des compétences qui, selon toi, sont nécessaires pour occuper le poste que toi, tu occupes, par exemple, actuellement ? Alors, déjà, la partie gestion a été extrêmement importante. Il faut savoir être organisé, c'est quelque chose qui est primordial, sinon on ne s'en sort pas. Après, il faut avoir quand même une certaine capacité à pouvoir apprendre vite et de pouvoir au minimum faire une chose dans chacun de ces postes. Donc ça, c'est très important. Donc la partie gestion, la partie management est importante. Savoir parler plusieurs langues, ça aussi c'est extrêmement important, notamment lorsqu'on parle avec les ayants droit. Et après, je dirais, si plus on a de compétences, mieux c'est. Si on a des compétences en communication, c'est mieux. Si on a des compétences, je vais dire, on a déjà quelques compétences dans le milieu éditorial, c'est encore mieux. Mais en soi, n'importe qui, du moment où il est structuré et dans lequel il a envie d'apprendre, peut, entre guillemets, essayer de créer une petite maison d'édition. Après, je ne dis pas que ça va fonctionner, parce qu'il faut faire très attention. Créer une maison d'édition coûte extrêmement cher. On a vu énormément de maisons d'édition se casser les dents durant ces 20 dernières années. Et il y en a encore qui vont arriver. Nous-mêmes, on ne sait pas si dans 10 ans, on sera toujours là. Néanmoins, on a fait de sorte qu'on soit le plus professionnel possible pour que derrière, on fonctionne comme une grosse maison d'édition. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des compétences. Et dans les compétences, la chose la plus primordiale, c'est la gestion. Vraiment, la gestion, des notions de gestion sont très importantes, et quelques notions également en comptabilité pour essayer de pouvoir gérer une structure comme celle-ci. Et après, c'est juste une envie, du travail acharné et de l'apprentissage. Voilà. D'accord. Donc si je résume, il faudrait de l'organisation, il faudrait, si possible, être polyglotte, avoir un bon sens soit de l'empathie pour pouvoir voir les différents postes, ou être au moins très curieux au niveau des différents postes. C'est ça ? C'est exactement ça. Il faut être très curieux, il faut être curieux d'à peu près tout. Après, il faut avoir aussi un certain œil, notamment dans le manga, pour des titres, afin de voir si, en plus de l'aspect sentimental, l'aspect commercial va être là. Je ne dis pas qu'il faut pouvoir dénicher des My Hero Academia à chaque coin de rue, mais je dis juste qu'il faut quand même avoir suffisamment de distance pour pouvoir faire les bons choix et se dire, voilà, tel titre pourrait fonctionner un minimum, je pourrais le proposer, ou alors tel titre ne va pas fonctionner parce que le public n'est pas là. Donc il y a des aspects économiques, purement commercial, gestionnaire et tout ça, et après il y a des parties un peu plus, on va dire, artistiques, dans lesquelles il faut savoir toucher un petit peu du Photoshop, il faut avoir quand même une patte artistique pour pouvoir gérer toute la partie adaptation graphique avec ses équipes, et après effectivement le côté polyglotte pour pouvoir gérer tout ce qui est négociation et tout ce qui est gestion de partenariat. Et du coup, dans cette expérience qui est assez jeune, quelle est ta plus grande fierté en tant qu'éditeur ? Alors ma plus grande fierté, c'est justement de voir des personnes qui, sur les réseaux sociaux, achètent nos titres et mettent une image en disant voilà, aujourd'hui j'ai fait tels achats, et de voir dans la pile par exemple de mangas qu'ils ont acheté l'un de nos mangas. Ça, c'est pour moi la plus grande satisfaction, c'est avant tout que les personnes découvrent nos titres et les apprécient et les partagent.
Ça, c'est un rêve de gamin de se dire que voilà, ce titre-là qu'on a travaillé pendant des mois et des mois se retrouve finalement dans les librairies et qu'il y ait des personnes qui s'y soient intéressées et finalement aient décidé de l'acheter. Ça, c'est pour moi la partie la plus gratifiante du métier, c'est finalement ça. Quand on reçoit des messages privés, par exemple, pour les personnes qui nous disent « j'ai adoré votre titre, quand sort la suite ?» Quand il y a des personnes qui, par exemple, sur une photo qu'on a mis au mois de février, avec juste un petit bout d'un manga qui était caché, arrive à découvrir quel sera notre prochain titre. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est génial, parce que moi-même, quand j'étais lecteur, et même si je suis encore lecteur, j'ai toujours été ce genre de fanboy qui allait regarder les petits détails pour essayer de voir quel serait le prochain titre de tel ou tel éditeur. Et du coup, qu'aujourd'hui, les personnes fassent la même chose avec nos titres, normalement, ça devrait rendre n'importe qui complètement foudrage, parce que voilà, y a un plan qui est calculé, tout doit être dévoilé à tel moment. Mais moi, je suis plutôt du genre à être hyper joyeux, parce que y a une personne qui a quand même réussi à trouver quel sera notre prochain titre avec genre 2 bouts de pixels et uniquement sa passion. Donc finalement, c'est de voir que j'arrive à transmettre toujours cette passion du manga à travers des titres qui n'avaient pas été proposés au préalable et qui des fois peuvent être méconnus, et qu'il y a quand même une communauté qui se forme petit à petit de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, qu'ils apprécient nos mangas et qui sont impatients de voir les autres titres. Donc, voilà. D'accord. Là, tu parlais surtout aussi de passion. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. Tu as fait de ta passion ton métier actuel. Et comment l'a perçu ton entourage, ta famille ? Est-ce qu'ils t'ont poussé là-dedans ? Est-ce qu'ils ont été beaucoup plus retenus ? Comment ça s'est passé ? J'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient énormément. Donc en l'occurrence, dès qu'on a décidé de se lancer dans un projet, que ce soit la création d'applications pour smartphone, ils nous avaient déjà soutenus dès le départ. Quand au bout d'un an, on a vu que ça ne fonctionnait pas et que derrière, on avait perdu du temps, on avait perdu de l'argent, au lieu de nous dire « méfie-toi, il vaudrait mieux que tu trouves un travail », lorsqu'on leur a dit « on veut se lancer dans la création d'une maison d'édition de manga », ils nous ont dit « allez-y, de toute façon, vous êtes jeune encore, vous pouvez toujours rester chez nous s'il y a besoin quoi que ce soit, mais on va vous soutenir du mieux que vous pouvez ». Donc j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient extrêmement conciliants et qui nous ont permis justement de nous lancer. Encore aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on arrive toujours à nous dépasser, parce qu'il y a un soutien moral qui est là, même quand des fois c'est un peu difficile, qu'il y a beaucoup trop de choses à gérer et que des fois on se dit dans quelle situation je me suis mis. Et effectivement, le soutien de la famille dans ce cas-là est très important, et nous on a de la chance, vraiment ils sont tip top. D'accord. Et du coup, quels sont les conseils que tu donnerais soit aux jeunes qui veulent se lancer dans le milieu éditorial, ou éventuellement aux parents qui aimeraient accompagner leurs enfants dans ces démarches-là ? Alors, si c'est juste pour travailler dans le milieu éditorial, il faut avant tout ne pas avoir peur de sonner, de toquer aux portes, vraiment pour essayer d'accumuler de l'expérience, même si au départ c'est des petits trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec le poste que vous visez au préalable. C'est toujours un moyen de rentrer entre guillemets dans le milieu. Ensuite, après, si vous voulez vous lancer dans la création d'une maison d'édition de manga, très honnêtement, je vais vous dire, faites très attention, parce que financièrement ça coûte extrêmement cher, et il faut avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir justement tenir, à la fois psychologiquement et financièrement. Et ça demande une gestion constante de la trésorerie, ça demande vraiment d'être très très fort psychologiquement, parce que entre les fois où derrière il y aura énormément de dépenses qui vont arriver, de l'autre côté des fois qu'il peut y avoir des personnes qui vont pas être contentes de votre travail, qui vont venir vous cracher à la figure parce que telle ou telle chose n'a pas été faite correctement, il faut savoir justement entre guillemets être tenace et pouvoir bien gérer l'ensemble. Si on ne sait pas gérer, vraiment si on n'a pas de notion de gestion de société, il vaut mieux pas se lancer. Il vaut mieux d'abord accumuler de l'expérience dans le domaine et ensuite éventuellement se lancer, plutôt que de se lancer comme un fou en se disant voilà, si telle personne l'a fait, moi aussi je peux le faire. Non, malheureusement ça ne marche pas comme ça, même si tout à l'heure je l'ai dit que moi c'était ma première expérience. Au préalable, j'ai accumulé énormément d'expérience dans plusieurs domaines qui m'ont à la fin permis justement de lancer l'aventure de Château de Château. D'accord. Et il faut être passionné. Hyper passionné. Vraiment, faut bouffer du manga matin, midi et soir, et en l'occurrence là ça peut marcher aussi. Je crois qu'on a fait le tour un peu de toutes les questions. Est-ce que tu aurais éventuellement un dernier mot à dire, soit à tes lecteurs, soit aux personnes qui souhaiteraient justement te connaître ?
À nos lecteurs, avant tout, je leur dis merci quasiment tout le temps, donc je vais le redire, merci à vous, parce que c'est finalement grâce à eux qu'on arrive à monter. Ce n'est pas uniquement grâce à notre travail et grâce à nos efforts, c'est également par la volonté des lecteurs qui viennent et qui découvrent notre maison d'édition et qui se disent voilà, on va les suivre et on va les soutenir. Donc pour ça, vraiment, le marché français est un marché qui est extrêmement bien, dans le sens où il t'accompagne. Il n'est pas là vraiment pour te détruire ou pour te donner des coups de massue constamment. Ils sont vraiment très doux avec toi et ils ont une compréhension du marché qui est bien meilleure que dans d'autres pays, ce qui fait qu'on peut vraiment naviguer à peu près sereinement lorsqu'on se lance dans cette aventure-là. Donc merci aux lecteurs, et après pour le reste, vive le manga, vive la passion, et l'argent ne fait pas tout. Il faut avant tout être amoureux et passionné, et c'est le seul moyen justement de pouvoir réussir un projet comme celui-ci. Je te remercie du temps que tu nous as accordé et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci.